Et on a fait l'analyse de cycle de vie de ces 8 véhicules. On l'a faite avec nos partenaires, donc, notamment Renault, et on a fait expertiser cette analyse de cycle de vie afin qu'elle soit réellement crédible et qu'on puisse la travailler finement, puisque nous étions nous-mêmes en tant que pilote du projet, pas experts de la CV. Donc on a mandaté 4 experts indépendants qui ont fait la revue critique de l'étude, ce qui permet de nous dire aujourd'hui qu'elle repose sur des bases solides. Et ensuite, cette analyse de cycle de vie, on l'a projetée en 2030 avec l'aide du cabinet Carbone 4. Et dans la projection 2030, on a ajouté, on va dire, 2 boucles. La première boucle qui est celle du V2G, pour essayer d'évaluer les services que pourraient rendre les véhicules électriques lorsqu'ils sont branchés en bidirectionnel. C'est-à-dire, j'injecte de l'électricité, mais je peux... je récupère l'électricité, mais je peux aussi en injecter sur le réseau. Et on a également rajouté la boucle avant la fin de vie et l'étape du recyclage de la seconde vie. C'est en prolongeant la durée de vie de la batterie de 5 ans, qui viennent s'ajouter aux 10 ans, de 5 ans pour utiliser, disons, cette batterie avec sa fonction de stockage, en faisant l'hypothèse que les batteries en seconde vie pourraient permettre de stocker notamment des énergies renouvelables dans le bâtiment et accompagner ainsi dans les années à venir, notamment, et d'ici une dizaine d'années, donc 2030, qui est l'horizon que nous avons choisi, les besoins, répondre en partie aux besoins de flexibilité du réseau dans le cadre de la transition vers les énergies renouvelables. Voilà un peu pour le scope global. Pourquoi avoir choisi 2030 ? On aurait pu choisir 2050 quand on s'intéresse à la transition énergétique. Ça aurait été peut-être plus cohérent. Enfin, notre première idée, ça avait été ça. Sauf qu'aujourd'hui, quand on se projette sur les technologies, les innovations, notamment sur les batteries, d'ici 2030, on était cohérent si on prenait en compte des batteries lithium-ion. Et 2050, nous ne l'y étions plus. On avait beaucoup moins de visibilité, moins de pertinence. Donc on s'est arrêté à 2030. Mais pour nous, c'était un point de passage dans la transition. Prenons l'ensemble de la chaîne, effectivement, de la mine recyclage, et en mettant un accent particulier à réaliser l'étude en prenant en compte les consommations réelles ou en émissions réelles. Donc ça vaut pour les diesels comme pour les essences, et également pour la consommation électrique des véhicules. C'est en pages 8 et 9, vous avez 2 graphiques qui représentent les résultats pour le scénario central qui correspond à l'atteinte des objectifs de la loi de transition énergétique française. Vous pouvez voir sur ces 2 graphiques 2 gammes, la gamme citadine et la gamme berline, qui reprend ici c'est 7 véhicules, parce qu'on n'a pas montré ici le 4x4 SUV parce qu'il n'était pas directement comparable. Et vous avez donc les résultats en 2016 et en 2030. La barre bleue correspond aux impacts sur le potentiel de réchauffement climatique de la production du véhicule. Ensuite, vous avez une barre juste au-dessus, violet, qui correspond à l'impact sur l'indicateur de réchauffement global de la batterie. Ensuite, le vert correspond à la phase d'usage, et ensuite fin de vie et fin de vie de la batterie qui représente aux impacts associés à la transformation du véhicule pour sa fin de vie, et pareil pour la batterie. Vous avez également, en dessous de la ligne des zéros, des impacts évités, qui sont représentés ici sous forme de crédits de recyclage, et donc non pas en boucle fermée, donc reprendre les éléments pour les remettre dans la chaîne de production directe du véhicule, mais en impact évité dans d'autres secteurs. Par exemple, on reprend un certain nombre de minerais qu'on revend à d'autres secteurs d'activité comme la construction. Et dans la loi française, on peut les appliquer comme crédit de recyclage. Vous avez donc pour les cycles VT, véhicule thermique, VHR, véhicule hybride rechargeable, VE-REX, véhicule électrique, range extender, et VE, véhicule électrique. Vous remarquerez qu'en 2016,
un véhicule essence citadin comparé à une citadine électrique, et bien sûr, la citadine électrique, on a à peu près 3 fois d'émissions associées en moins. Donc, en d'autres termes, ça représente 63% en incluant les crédits de recyclage et 57% sans les inclure. Sur la base de la gamme berline, on est à 2 fois moins pour les berlines, sur la base d'une berline qui fait une batterie de 90 kW, donc la plus grosse aujourd'hui sur le marché. En 2016, on est effectivement sur des véhicules. En 2030, on est sur des archétypes de représentation du marché. Et dans ce cas-là, on est autour de 53% moins et 44% si on enlève les crédits de recyclage. Étant donné la taille de la batterie, effectivement, les crédits de recyclage comptent de manière importante. Sur le véhicule électrique, 75% des impacts sont situés sur la phase de production. Vous remarquerez une petite couleur sur les véhicules hybrides rechargeables qui correspond qui est un peu turquoise. Cela, en fait, correspond à la part du mode électrique par rapport au mode thermique. Ici, on a une fourchette. Si vous prenez la fourchette haute, c'est quand seulement 50% du véhicule hybride rechargeable roule en thermique. Quand on prenait la partie basse, eh bien 75% du véhicule sur l'ensemble de son cycle de vie a roulé en mode électrique. Voilà pour cette partie résultat. Il faut savoir que l'analyse n'a pas été seulement faite sur l'indicateur de réchauffement global, mais sur 5 indicateurs environnementaux, acidification, potentiel d'ozone photochimique, amenuisement des ressources fossiles et l'eutrophisation de l'eau. Par contre, les impacts en termes d'acidification, pour un véhicule thermique, va se faire à la phase d'usage, avec la combustion du carburant. Pour le véhicule électrique, relève de la phase de fabrication. La phase de fabrication, c'est aujourd'hui sur un véhicule électrique, 75% de l'impact en moyenne, quel que soit le type de véhicule. C'est la grosse phase. Et donc on voit, ça illustre bien là le rôle clé de la fabrication de la batterie quand on parle de l'empreinte écologique. Et c'est là aussi qu'on a identifié un certain nombre de leviers pour réduire cette empreinte, puisque c'est un peu ça notre objectif. Et on a identifié 4 leviers différents, qui peuvent être l'amélioration du processus de production, l'amélioration du recyclage, l'évolution des batteries, de leur performance énergétique, et le quatrième, le taux de recyclage. Le taux de recyclage. Aujourd'hui, les batteries sont recyclées à 50%. Et simplement, quand on regarde un peu les indicateurs, on mesure aussi combien, et là je me permets de rebondir sur la question que vous posiez tout à l'heure, sur un petit peu les controverses, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans le véhicule électrique, de convertir massivement le parc par rapport au véhicule thermique. Et en fait, quand on regarde les indicateurs, on se rend bien compte que la pertinence de la comparaison entre véhicule thermique et véhicule électrique, elle a des limites. L'intérêt ne va pas être forcément de convertir directement tous les thermiques de manière massive à l'électrique, mais bien de voir en quoi la conversion à l'électrique, même partielle du parc, nous impose de penser autrement le parc automobile, la mobilité en général, l'usage de la voiture. Pourquoi ? Parce que l'empreinte, elle ne se fait plus, l'impact que l'on cherche à réduire ne se fait plus forcément à l'usage, mais il se fait à la fabrication. Qu'on passe effectivement d'une dépendance des ressources fossiles à une dépendance à des ressources minérales qui sont largement émettrices et consommatrices, et que si on avait très peu de leviers pour réduire cette dépendance aux ressources fossiles, et finalement très peu de leviers pour réduire l'empreinte à l'usage, on a des leviers importants pour arriver à réduire l'empreinte concernant la fabrication de la batterie. Parce qu'on peut recycler, parce qu'on sait recycler. Et qu'on peut faire beaucoup mieux. Aujourd'hui, la batterie, on la recycle à 50%. L'obligation légale en Europe, c'est 50% du poids sec qui est recyclé. Et les matières, elles ne sont pas directement réinjectées dans des batteries neuves, mais elles repartent dans d'autres filières.
Mais on sait faire. Simplement, il n'y a pas l'équation économique aujourd'hui. Mais cette équation économique, elle va se mettre en place. Parce que les prix des métaux, s'il est encore faible, a quand même été multiplié, je crois. Alors ça dépend des différents métaux, mais globalement, les métaux principaux, si on regarde le prix du cobalt et du lithium, sont en train de monter. Il y a une pression aussi de la société civile pour qu'il y ait une augmentation du recyclage. Et le recyclage, on sait faire à 85%, 90%. Donc on pourrait y arriver. Donc dans les années à venir, c'est des choses qui vont se mettre en place et qui pour nous sont assez décisives. Et c'est tout l'intérêt aussi d'avoir les discussions qu'on a en ce moment au niveau national en France sur tant la feuille de route de l'économie circulaire qui doit sortir bientôt que sur la loi mobilité qui est en cours de préparation et qui met les véhicules électriques également comme une des principales solutions aussi pour qu'on décarbone rapidement le secteur des transports, qu'au niveau européen où il y a effectivement la volonté d'avoir une alliance stratégique sur les batteries, puisqu'aujourd'hui ces batteries sont produites massivement en Asie, avec des métaux qui sont extraits dans les pays du sud aujourd'hui. Donc on a la problématique du cobalt au Congo ou le lithium en Amérique latine. Donc on a effectivement une importance à la fois de relocaliser et de jouer sur nos accords commerciaux pour mieux réguler. Donc on a tout un tas de leviers qui vont être décisifs dans les années à venir. Donc on peut agir dessus, là où sur les véhicules thermiques, on avait peut-être moins de capacité d'action finalement. Voilà. Je vais insister un peu sur ce résultat-là. Avant de vous inviter à regarder le schéma des scénarios, puisque donc, comme je disais, il faut regarder un peu différemment le véhicule et la façon dont on va l'utiliser. Il faut aussi prendre du recul par rapport au véhicule à l'unité et regarder au niveau macroéconomique ce que ça peut donner. Et on s'est amusé à faire 3 scénarios. Ce pas des scénarios qui visent à dire voilà ce qui va se passer et je fais des hypothèses réalistes, mais c'est des scénarios qui ont vocation à vous montrer 3 archétypes précontrastés de ce qui pourrait se passer. Le premier scénario, c'est ok, la France a pris des engagements sur la transition énergétique et on va la réussir. Donc on se met en 2030, on regarde ce que la France s'est mis comme objectif. Elle a décidé de faire la transition, de commencer en tout cas la transition vers les énergies renouvelables, et on a un mix qui passe à 39% d'énergie renouvelable. On s'est appuyé sur les données de RTE pour le mix quand on a commencé l'étude en 2016. Donc ce n'est pas les données du dernier bilan prévisionnel qui est sorti en 2017, mais c'est celui de 2016, c'est le scénario RTE, le nouveau mix. Dans la stratégie française, alors là les chiffres vont peut-être rebouger d'ici la fin de l'année, mais en tout cas les objectifs c'était d'avoir 4,4 millions de véhicules électriques, dont 2 tiers de véhicules hybrides d'ici 2030. Donc on s'est dit voilà, ce sera ça qui durera. Et puis on peut estimer que les batteries vont gagner en efficacité énergétique, et puis on peut estimer que le développement des réseaux intelligents et du V2G va commencer à prendre de l'ampleur. Donc on a fait ce scénario, pour nous c'est le scénario un peu central. Après on s'est dit on va faire un scénario beaucoup plus ambitieux, on va se mettre résolument sur la voie de la transition vers 100% ENR en 2050. Là on s'est appuyé sur les données de l'ADEME, je vois qu'il y en a qui sont sceptiques. Mais j'ai bien dit qu'on était dans des scénarios type. Donc après on peut en discuter. Donc un scénario résolument ambitieux où on pousse le nombre de véhicules électriques à 5,5 millions, où on se dit que les batteries non seulement gagnent en efficacité énergétique, mais je vous ai dit qu'il y avait un gros enjeu sur la fabrication des batteries. On sait qu'on pourrait faire des véhicules plus petits et qu'on peut aussi ralentir et prendre un virage par rapport à la course à l'autonomie actuelle. Donc on a imaginé des batteries qui étaient plus petites dans un contexte où les infrastructures étaient aussi plus développées et permettaient d'avoir un besoin moindre d'autonomie en termes de kilomètres. Voilà un petit peu pour ce second scénario qui mise largement sur la sobriété. Et le troisième scénario du renoncement et de l'échec, dans le cadre où la France renoncerait à ses objectifs de transition énergétique, ou pour compenser la fermeture de centrales, on aurait une hausse des énergies fossiles dans le mix, et où le parc électrique se développerait finalement peu, puisqu'il y aurait peu d'infrastructures pour répondre aussi aux besoins, même si aujourd'hui il y en a déjà suffisamment, mais elles sont mal connues.
Mais on a du coup un scénario un peu du pire, avec des batteries également qui grossissent et qui alourdissent nettement l'impact. Et quand on regarde les résultats, donc vous les avez tout au bout du schéma, dans les petits grilles. Alors là, c'est une comparaison en base 100 que vous avez. On voit bien que d'un scénario à un autre, les résultats sont fortement contrastés, et que notamment dans le scénario du renoncement, on peut avoir des augmentations des impacts relativement lourdes. Si vous regardez en termes de... que je me remette... acidification, le potentiel de réchauffement global, on a une augmentation de quasi 70% en cas d'échec. Là, on est à l'échelle d'un parc. C'est énorme. Et quand on a des objectifs tels que ceux que l'on a sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est des échecs qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui. Maintenant, sur la partie de comment le véhicule électrique peut être un facteur d'intégration des énergies renouvelables, on s'est intéressé à comment on peut décaler la charge et comment on peut utiliser l'énergie résiduelle dans les batteries tout en privilégiant les besoins de mobilité pour réinjecter de l'énergie alors que l'énergie avait été préalablement stockée, notamment quand le grid était le moins carboné. Et donc on s'est intéressé au potentiel du V2G, notamment d'abord sur le smart charging. On a regardé que si on applique 40% de smart charging à l'échelle du parc de 4,4 millions de véhicules, on pouvait décaler sur une année à peu près 7 TWh, ce qui est assez important par rapport à la consommation du parc. On Marie disait 2/3 d'hybrides rechargeables et le reste de véhicules électriques. On est entre 11,7 et 12,4 TWh de consommation annuelle, ce qui est assez faible quand on voit je crois que c'est la demande finale d'énergie en France qui est autour de 475 TWh par an. D'électricité. Pardon, d'électricité, effectivement. Donc il y a cette capacité de décaler, et en même temps, quand on fait des hypothèses où seulement un tiers du parc pourrait utiliser du V2G, encore une fois, en prenant seulement l'énergie mobilisable, une fois que les besoins de mobilité ont été assouvis, on est autour d'à peu près 3 TWh maximum qui pourraient être sur l'année réinjectés. Mais ce qui est intéressant, c'est pas vraiment sur l'année. Ce qui est intéressant, c'est comment on peut l'utiliser comme service auxiliaire de gestion de la fréquence. Donc, rapidement, donc on a évalué également la capacité de stockage permise par les parcs de véhicules de batteries qui arriveraient en seconde vie. Et donc vous avez dans la page 18 un graphique qui compare les potentiels de stockage offerts par les différents scénarios. Je ne vais pas rentrer dans le détail du graphique, mais première remarque, c'est que des scénarios à 1,5 million de véhicules dans le parc, c'est pas suffisant, il y a des effets de seuil, donc ça ne permet pas de développer les services. C'est la première chose. Et la deuxième remarque, c'est que là, ici, on compare, vous avez à chaque fois deux barres pour chaque scénario. Il y a le potentiel qu'on a en 2030, puisque notre étude s'est arrêtée en 2030, et le potentiel qu'on aurait 10 ans plus tard, si le véhicule qui arrive sur le marché en 2030 roule 10 ans, et au bout d'un moment, on récupère la batterie et on la met sur le marché en 2040. Et on voit bien la différence entre le potentiel en 2030 et en 2040. Donc la seconde vie pour stocker des énergies renouvelables, c'est bien, mais ça devient intéressant pour le développement des ENR au-delà de 2030. En 2030, on est encore à des niveaux qui sont limités en termes de capacité. Mais ça peut devenir un outil de stockage intéressant. Voilà, juste pour conclure, dans cette étude, on a voulu montrer qu'on ne pouvait pas vouloir développer le véhicule électrique sans s'intéresser à la transition énergétique, et qu'effectivement ce développement du VE devait se faire dans une ambition la plus forte, dans le cadre d'une ambition la plus forte possible du développement des ENR, et c'est ce sur quoi on insiste aujourd'hui, notamment avec le débat sur la loi mobilité. Deuxième chose, c'est que si on développe le véhicule électrique,
Il faut prendre en compte toutes les marges de manœuvre qu'on a pour réduire encore son empreinte et vraiment arriver à jouer sur la phase amont et sur tous les leviers qu'on a, sur le recyclage, sur la régulation concernant les matières premières, sur, comme l'a dit Auriel, la fabrication des cellules de batterie en Asie notamment. Et donc il faut arriver à, quand on passe du thermique à l'électrique, en fait à changer de siècle tout simplement. On change de période, on change de mobilité, on change d'approche de la voiture. On va changer aussi nos usages, parce qu'on a fait des calculs pareil, une étude qui montre bien qu'un véhicule électrique, on ne l'utilisera pas comme un véhicule thermique, parce que tout l'intérêt, c'est de pouvoir l'utiliser beaucoup plus intensément, pour pouvoir vraiment optimiser l'usage et rentabiliser, entre guillemets, l'impact de cette batterie et la fabrication, cette batterie qui est un produit de haute technologie. Donc on a entre nos mains un produit qui est assez formidable, qui peut nous ouvrir de multiples opportunités pour nous connecter au système électrique, pour transformer nos usages. Maintenant, il va falloir savoir l'utiliser correctement. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Merci beaucoup. C'est un cycliste qui va faire la conclusion, donc toutes mes félicitations. J'ai trouvé. Alors mes félicitations vont non seulement aux intervenants, mais également aux questionneurs, parce que les questions étaient extrêmement pointues. Donc bravo à tous. C'est très difficile de savoir ce que sera demain, comme vous le savez, puisqu'il y a un mélange de politique, d'irrationnel, de décision, d'efforts, de lobby, tout ce que vous voulez. Alors on a quoi, 2 milliards bientôt de voitures dans le monde, et donc évidemment la question de l'avenir du carburant ou de l'énergie pour faire fonctionner ces voitures est extrêmement importante. La demande de mobilité est vraiment une exigence de liberté absolument fondamentale partout. Tous les politiques insistent là-dessus. Et donc nous sommes appelés à faire un effort collectif très très important. Et donc, moi, j'ai été très impressionné par la qualité de toutes les présentations. Donc, vraiment bravo. Bravo, madame. C'était vraiment bien. Et puis maintenant, on a encore à réfléchir beaucoup sur tout ça, à relire toutes les études et puis ensuite à travailler, à continuer à travailler. Merci, Bertrand. Merci beaucoup. La séance est donc terminée. À la prochaine.